Bienvenue dans Éclosion, le podcast où l'on parle des dessous de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, mais aussi de développement personnel, d'éthique et de mode de vie. Bref, le podcast où l'on prend soin de soi et du monde. Je suis Marie-Ange Botta, social media manager en freelance et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Éclosion. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau format. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie-Ange Botta, j'ai 26 ans et je travaille en freelance comme social media manager ou community manager. Peut-être que ce terme-là vous parlera plus. Tout ça pour dire que mon travail, c'est d'accompagner des projets sur les réseaux sociaux dans leur communication pour les aider à être visibles. J'ai une petite particularité dans mon travail, c'est que j'ai choisi un positionnement éthique. J'ai choisi de me positionner autour de sujets comme le développement personnel, l'écologie, le féminisme, l'éducation, toutes ces thématiques qui me tiennent vraiment très à cœur et qui ne sont pas les thématiques qui payent le plus sur les réseaux sociaux. J'ai un mode de travail en tant que freelance un peu particulier comparé à mes confrères ou à mes consoeurs qui ont fait d'autres choix. Et je me suis dit que j'aimerais bien porter ma voix sur ces sujets-là, porter le fait que on peut être sur les réseaux sociaux avec des valeurs, on peut être sur les réseaux sociaux sans pousser à la surconsommation, sans être dans une culture de l'image complètement déformée et complètement attachée aux standards de beauté. On peut être dans plein de formes de contre-pouvoir d'une certaine façon et c'est pour ça que j'ai créé Éclosion. C'est le fait d'éclore, de transcender la forme initiale pour arriver sur quelque chose d'autre. C'est aussi Iclosion, le petit E en ligne, et je trouvais que c'était un très bon nom. Et c'est aussi le point médian qui représente l'écriture inclusive, donc notamment la thématique du féminisme. Pour pas vous mentir, c'est un terme qu'on a trouvé avec ma sœur il y a des années, pendant le tout premier confinement. On pensait lancer ce projet ensemble. Les années ont passé, elle a plein d'autres projets, elle fait Sciences Po. Autant vous dire qu'elle n'est pas prête de lancer un podcast avec moi. Elle m'a autorisée à prendre ce nom Éclosion que j'aime tout particulièrement. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elle me rejoindra à ce micro. Pour ce premier épisode, il me semblait évident que j'allais vous parler du pourquoi. Le pourquoi, c'est la question de la mission de vie en développement personnel, qui est une énorme question qui fait peur à plein de gens. C'est aussi la question de la création d'une entreprise. Notamment là, je vais vous parler de la mienne, mais ça marche pour n'importe quel projet que vous créez, qu'il soit artistique, éducatif, entrepreneurial, n'importe quel projet professionnel ou personnel. La question du pourquoi, c'est aussi la question de vos valeurs, de ce que vous voulez porter, ce pourquoi vous voulez vous investir, mettre votre temps, votre énergie, qui sont des ressources précieuses parce qu'elles ne sont pas du tout illimitées. Et voilà, cette question du pourquoi, elle est au cœur de la création de mon entreprise il y a maintenant plus de 2 ans. Maintenant même bientôt 4 ans, ça fait plus de 2 ans que je suis freelance à temps plein, mais ça fait bientôt 4 ans que j'ai ouvert ma micro-entreprise. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mon pourquoi en freelance, mon pourquoi ce positionnement, pourquoi ces clients-là, pourquoi ces projets-là et pourquoi les réseaux sociaux aussi, parce que j'aurais pu travailler dans d'autres domaines que les réseaux sociaux. Mon cursus me permet d'avoir un champ de compétences plus large que seulement les réseaux sociaux et ça a vraiment été un choix. Je sais pas qui a choisi l'autre, je sais pas si c'est moi qui ai choisi les réseaux sociaux ou si c'est les réseaux sociaux qui m'ont choisi. Quoi qu'il en soit, il y a un vrai choix fait en pleine conscience derrière et peut-être que mon histoire pourra vous éclairer si vous souhaitez vous lancer en freelance, si la question des réseaux sociaux vous taraude, si vous hésitez à vous exposer. Moi en tout cas je sais qu'avant de me lancer j'ai cherché des contenus sur YouTube, sur Instagram, en podcast, bref j'ai fouillé internet dans l'espoir d'avoir une idée plus claire de à quoi ressemble la vraie vie d'un freelance, loin des idées très romantisées du c'est bon je travaille 1 ou 2 heures par jour sur mon téléphone pour avoir des compléments de revenus. Ou alors, mon entreprise a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel dès son lancement. Il y a plein d'idées reçues, notamment autour du digital nomade, etc. Bref, travailler en ligne en tant que freelance, ça a fait rêver comme ça fait parler. Et je me suis dit que j'allais, moi, témoigner de mon vrai quotidien, de quelqu'un qui travaille à son compte. Depuis maintenant 2 ans, on n'aura pas de tabou dans ce podcast, on sera loin des clichés, vous allez voir. Et je compte bien vous révéler le beau, comme le moins beau, comme le très moche des réseaux sociaux, en tout cas de ce que j'ai pu en voir depuis 2 ans. Il est temps de commencer à vous raconter mon histoire.
Il y a un élément de contexte qui est incontournable et dont je parle très peu dans mes contenus sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, que très peu de gens savent, c'est que j'ai un passé pendant mon enfance, mon adolescence et mes premières années dans l'âge adulte. J'ai un passé de musicienne. J'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup de projets artistiques. On va dire que c'était semi-professionnel, c'est-à-dire que vu qu'on était mineur, on n'avait pas un contrat pro parce que trop de contraintes dès qu'on est sous contrat, n'empêche que le niveau exigé, on va pas se mentir, c'était quand même du niveau professionnel, en tout cas la quantité de travail, l'assiduité aux répétitions, le volume horaire, toutes ces choses-là, c'était vraiment du travail de professionnel. J'ai un peu l'impression d'avoir fait mes premiers pas dans le monde du travail à l'âge de 10 ans et en même temps c'était tellement une passion et tellement quelque chose que j'aimais faire que j'ai pas non plus l'impression que c'était professionnel, ça a juste été ma passion. Il n'empêche que j'ai commencé là-dedans. Mes deux parents sont musiciens dans la musique classique et après avoir baigné dedans toute mon enfance, toute mon adolescence, je suis arrivée à la fin du lycée en me demandant de façon plutôt légitime si j'allais vouloir en faire mon métier ou pas. À ce moment-là, j'avais pas mal de connaissances qui étaient des musiciens professionnels. J'ai vu plein de cas de figure, mes parents qui sont fonctionnaires, professeurs en conservatoire, mais aussi des intermittents du spectacle qui sont entre guillemets les vrais musiciens qu'on trouve en France, qui sont pas les musiciens ultra médiatisés qu'on voit à la télé ou dans les canaux plus mainstream, c'est pas nécessairement ceux qu'on entend à la radio, mais par contre c'est ceux qui vont faire tous les concerts, tous les spectacles qui sont proches de chez vous, c'est ceux qui vont composer, pourquoi pas des musiques que vous entendez dans des pubs, c'est tous ces musiciens-là qui sont dans l'ombre, qui sont pas dans la renommée, le feu des projecteurs, mais qui pourtant sont des musiciens du quotidien. Et pour en connaître, je peux vous dire que c'est pas facile. Le statut d'intermittent du spectacle, la musique, c'est vraiment un milieu un peu galère, et quand je les ai vus, pour être honnête avec vous, je me suis pas sentie d'en faire mon métier. La musique, c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant de nombreuses années, j'en fais moins depuis 2020 pour tout un tas de raisons. N'empêche que c'était une passion et j'avais pas envie que ça se transforme en contrainte, en stress pour pouvoir manger et payer mes factures. Et donc je me suis dit, ok, je fais le conservatoire, je suis rentrée, j'ai passé le concours d'entrée, je suis rentrée dans le cursus diplômant du conservatoire à Chalon-sur-Saône en musiques actuelles. Et à côté, j'ai quand même fait l'université, je me suis inscrite dans une licence qui était en sciences du langage et communication. Je me suis spécialisée en sciences du langage, puis je suis revenue sur la communication pendant mon master, mais je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier et je voulais pas me lancer à fond dans un cursus diplômant dans la musique, c'est-à-dire le cursus classique, hein, c'est fac de musicologie et cursus diplômant en conservatoire. Je voyais ça comme une trop grosse prise de risque, j'avais pas envie de mettre toute mon énergie là-dedans et de me lancer dans un quotidien d'intermittent du spectacle qui me semblait à moi insurmontable, et c'est que mon point de vue et respect à ceux qui se lancent là-dedans. Et donc je me suis dit que la communication ça pouvait être important. Si je me lançais dans la musique, c'était toujours bon de savoir communiquer. Et à côté de ça, les réseaux sociaux, j'ai grandi avec. Moi, mon adolescence c'était l'apogée de Facebook, j'ai vu passer MySpace, j'ai vu passer Skyblog, j'ai vu passer MSN. J'ai vu l'arrivée d'Instagram, j'ai vu la montée en flèche d'autres réseaux sociaux, il y a eu Twitter, il y a eu Snapchat, et puis bon, les réseaux qu'on connaît actuellement. J'ai vraiment grandi dans cette culture, j'ai vu les premiers youtubeurs émerger, je faisais partie des premiers abonnés d'Enjoy Phoenix, bref, j'ai vraiment grandi dans cette culture-là. J'ai vu l'influence naître, j'ai vu les réseaux sociaux exploser, le pouvoir des communautés, j'ai vu à quel point aussi ça a révolutionné des milieux, notamment dans les milieux culturels, parce que donc mon master est spécialisé dans les milieux culturels. J'ai fait mon mémoire sur la place des réseaux sociaux dans l'émergence de nouveaux projets culturels. Et bref, vous l'aurez compris, les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Voilà pourquoi, pendant mon master, je suis revenue au domaine de la communication, je suis revenue au domaine culturel. C'est des milieux où je me sens extrêmement bien, où je me sens à ma place, où j'ai l'impression de contribuer à des choses qui ont du sens. Et pendant mon master 2, je cherchais mon stage de fin de master, j'ai envoyé des CV à plusieurs endroits et j'ai été prise à plusieurs endroits. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas envie de refuser de telles opportunités. Il y avait une salle de concert, il y avait un théâtre, il y avait des artistes qui avaient besoin d'accompagnement et je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas tout prendre. Et j'ai ouvert ma micro-entreprise, toutes les conventions de stage qui étaient sur le point d'être signées se sont transformées en contrat freelance. Et c'est comme ça que je me suis lancée et j'ai fait mon stage de fin de master dans ma propre boîte. C'était vachement cool comme expérience, même si c'était en 2020, donc ultra chaotique. N'empêche que c'était une très belle expérience et j'ai monté ma micro-entreprise parce qu'il y avait un besoin. J'ai travaillé comme ça pendant presque 2 ans, à côté de quelque chose. Au début c'était à côté de mes études, ensuite ça a été à côté d'un CDI.
Et bon, mon CDI m'a pas vraiment plu, voire même pas plu du tout. Le cœur de métier faisait vraiment sens à mes yeux et me plaisait beaucoup. La façon de travailler et l'équipe encadrante me correspondaient beaucoup moins. Et quand j'ai décidé de quitter ce CDI, j'ai commencé par chercher du travail de façon traditionnelle ailleurs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, envoie des candidatures dans des endroits qui te font rêver auprès de professionnels avec qui t'adorerais collaborer et tu verras ce qui arrive. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à envoyer ces candidatures, j'ai eu plein de réponses positives pour des missions freelance. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi à temps plein, en freelance, tu verras ce que ça donne. T'as rien à perdre, j'ai obtenu une rupture conventionnelle pour mon CDI qui m'a permis de me lancer sereinement avec des compléments donc de revenus. La première année, si je faisais pas ce chiffre d'affaires, j'avais les indemnités chômage. Et je me suis lancée. Voilà, c'était il y a 2 ans. Depuis, je suis à mon compte et je vis pleinement de mon activité. Je ne regrette pas, même si l'aventure du freelancing, c'est des hauts, des bas, c'est des montagnes russes émotionnelles qui ne finissent jamais. Hein. Spoiler alerte, ça ne s'arrête pas. C'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de doutes, mais c'est aussi tellement d'avantages, tellement de... Je découvre plein de choses, chaque nouvelle collaboration m'apprend de nouvelles choses. Euh, j'ai une liberté incroyable. Aujourd'hui, je travaille avec des projets qui sont alignés avec mes valeurs, avec mes convictions. C'est des projets qui sont engagés ou alors qui véhiculent des messages magnifiques. J'ai le luxe de pouvoir dire non quand un projet ne convient pas à ces valeurs-là. Justement, c'est quelque chose même qui est valorisé par mes clients. Autant vous dire que je suis tellement heureuse de vivre cette aventure de cette façon-là. Et pour autant, évidemment, ça a ses hauts et ses bas. En me lançant, j'étais comme tout le monde, j'avais besoin de contrats pour payer mes factures et je me suis pas tout de suite spécialisée dans les questions d'éthique, de développement personnel, d'écologie et tout. J'ai pris toutes les missions qui passaient. Il y en a eu des fantastiques, il y en a eu des moins bien. La réalité, c'est que quand on travaille avec des gens qui ne collent pas avec nos valeurs, il y a des moments où ça coince. Pour moi, le fait de me positionner sur tout ce qui est éthique, les projets engagés, le développement personnel, la spiritualité, ça a été une évidence parce que j'avais envie de travailler avec des gens qui partageaient mes valeurs, parce que forcément on travaille mieux quand on parle la même langue. Et petit à petit, j'ai pu avoir de plus en plus de clients dans ces domaines-là et de moins en moins de clients qui en sortaient. Aujourd'hui, voilà, mon activité, elle est pleinement alignée à ces valeurs-là, c'est un bonheur. Et pour autant, ça n'a pas été facile de trouver mon pourquoi. Le pourquoi, la question de la mission de vie, si vous vous intéressez au développement personnel, vous l'avez forcément entendu, c'est aussi la question qu'on se pose quand on est au collège ou au lycée, qu'on nous dit mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est une question tellement large. Il y a la notion de mission de vie dans le développement personnel où en gros, ça dit que chaque personne est sur Terre pour une raison, chaque personne a quelque chose à faire, peut contribuer à sa façon pour faire avancer le schmilblick. J'aime beaucoup cette expression. Et longtemps, je me suis demandé quelle était ma mission. Vous pouvez bien imaginer qu'en commençant la musique si jeune, et puis en changeant de cursus plusieurs fois, en revenant vers de la communication, en débarquant sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais Marie-Ange, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que les réseaux sociaux c'est pas superficiel? Est-ce que c'est pas de l'incitation à la surconsommation? Est-ce que c'est pas des standards de beauté qu'on nous rabâche encore une fois que j'ai pas envie de défendre? Est-ce que les réseaux sociaux c'est pas le fruit et le terrain de jeu préféré de l'ego alors que quand on est dans le développement personnel on essaye de prendre du recul par rapport à cet ego, de s'en détacher, de savoir le pointer du doigt quand il ramène le bout de son nez. Et les réseaux sociaux, on va pas se mentir, hein, c'est un endroit où l'ego est en force, où ça fait plaisir d'avoir des likes. Attention, on parle d'ego, pas d'orgueil. Je sais qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ces deux termes. L'ego, c'est l'identité qu'on crée. Et clairement, quand on fait une stratégie pour les réseaux sociaux, moi quand je monte une stratégie avec un nouveau client, on fait une fiche d'identité du projet, autant vous dire que cette fiche d'identité c'est de l'ego pur. Comment tu te définis, quelles sont les valeurs du projet, qu'est-ce qui est important pour toi, comment est-ce que tu te qualifierais, quelles sont tes expressions qui te décrivent le mieux, tout ça c'est de l'ego pur et dur. Et donc, il y a eu un moment de flottement dans Marie-Ange, pourquoi tu fais ça? Pourquoi les réseaux sociaux? Alors que ça peut être antinomique de plein de façons, d'un point de vue écologique évidemment, les réseaux sociaux, tous les serveurs qui vont avec, ça pollue énormément et au-delà de ça, ça incite à la consommation, l'influence. Bref, on est dans du capitalisme, on est dans de la surconsommation à outrance.
ça dissonne vachement avec les messages que je veux porter et pourtant j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux à fond pour promouvoir ces messages-là. La question s'est beaucoup posée et un soir je regardais Demain de Cyril Dion qui est un documentaire fantastique et j'ai compris, en regardant ce documentaire-là, j'ai compris que c'est pas une façon de faire qui aura un impact définitif sur le monde qui nous entoure. Il n'y aura pas une solution pour toutes les problématiques. Il va falloir qu'on s'y mette tous avec nos outils et avec nos atouts. Et moi, les outils que je maîtrise bien et les atouts que j'ai, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un vrai contre-pouvoir. On ne connaîtrait pas autant de mouvements féministes, autant de mouvements écolos, autant de mouvements engagés et aussi toute cette arrivée du développement personnel et de la spiritualité que tout le monde qualifie de mode, mais en fait c'est un éveil des consciences qui commence à prendre place. On ne connaîtrait pas tout ça sans les réseaux sociaux, on serait dans ce que diffusent les médias mainstream, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse, qui sont quand même beaucoup moins ouverts et qui commencent à s'ouvrir parce qu'il y a cette influence des réseaux sociaux et des changements d'habitude de la population. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est le moteur de ce contre-pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer dans ce domaine-là. Pour moi, sur les réseaux sociaux, on est libre de s'exprimer, ou presque, évidemment qu'il y a de la modération, il y a des règles à respecter, et évidemment que c'est loin d'être parfait, et qu'une femme allaitante sur Instagram, elle a un risque de se faire bannir quand elle montre un bout de sein, on a encore du taf, mais quand même. On peut faire passer des messages qu'on verra pas ailleurs. Il y a cette potentialité de rapidité et de quantité, on peut communiquer en masse, toucher beaucoup de gens très très vite, ça peut très très vite prendre de l'ampleur, et il n'y a que les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent une telle envergure. Alors nous y voici, 2 ans plus tard, après m'être lancée à temps plein, parce qu'évidemment quand c'était une petite activité à côté de mon salariat et de mes études, j'avais beaucoup moins d'engagement dans mon activité de freelance, mais plus de 2 ans après, être passée à temps plein en tant que freelance, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours et encore moins quand on s'engage. En plus de 2 ans maintenant, j'ai déjà eu l'impression que l'une de mes clientes était un charlatan et c'est vraiment très touchy comme sujet parce que dans le développement personnel, dans la spiritualité, il n'y a rien qui est encadré, dans le coaching de vie non plus. C'est en train d'arriver, certaines lois petit à petit, mais qu'est-ce que c'est long et souvent en call découverte, j'arrive très vite à voir comment est la personne, comment est-ce qu'elle parle d'elle, quelles sont ses valeurs, quelle est sa façon de travailler, et ça fait du tri aussi évidemment, on peut pas matcher avec tout le monde, mais je suis comme tout le monde, il y a des moments où j'ai moins de clients et où je dois payer mes factures et où j'ai peut-être été moins vigilante en tout cas à un moment, et ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression avec une cliente assez vite en rentrant dans la collaboration de me dire waouh, son truc pour moi là j'y crois pas, ça tient pas debout, j'ai l'impression que c'est une arnaque, j'ai mis fin à la collaboration très vite, mais ça m'est déjà arrivé et c'est un moment qui est extrêmement gênant, surtout quand on est engagé. Euh, c'est pas du tout ça que j'ai envie de mettre en valeur et je sais que le milieu du développement personnel il est ultra pointé du doigt par beaucoup de gens parce que justement c'est pas réglementé. J'essaye d'être vigilante mais c'est pas parfait. C'est aussi difficile de se vouloir engager dans les questions de genre, l'écologie, etc. Quand soi-même on est sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas parfait. Euh, c'est vraiment un parcours, un chemin. Je suis loin d'être arrivée. Vraiment. Je suis très très loin d'être arrivée. Et alors en plus, j'ai mis le doigt dans un autre engrenage qui est la question de la santé mentale et c'est l'un des derniers sujets que j'aborde notamment sur mon compte Instagram qui est quand même l'endroit où je suis le plus active. Cette question de la santé mentale qui vient avec les réseaux sociaux, à mon sens, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des injonctions sur les corps des femmes. On parle beaucoup de la cancel culture qui est ultra présente. La cancel culture, si vous connaissez pas ce terme, c'est le fait que sur les réseaux sociaux, quand on fait une erreur, on est cancel, la masse nous rejette. On n'a plus notre place, on n'a plus notre place sous le feu des projecteurs, les gens n'ont plus envie d'entendre ce qu'on dit. On est l'ennemi public numéro 1 et malheureusement ça arrive souvent. Je trouve ça ultra violent ce phénomène de cancel culture. Ça fait du tri, c'est bien, ça fait bouger les choses et parfois il y en a vraiment besoin, mais c'est ultra casse-gueule pour beaucoup de projets, beaucoup de créateurs et forcément quand on est professionnel des réseaux sociaux, qu'on accompagne des projets et donc des gens qui sont visibles et qui sont de plus en plus visibles, cette question de la cancel culture elle pèse de plus en plus. Il y a une espèce de dichotomie entre l'euphorie de la communauté que demande et qui permet donc d'avoir plus d'impact parce que moi
dans mon travail, plus d'abonnés égale plus d'impact sur le monde, avec des valeurs auxquelles je crois. Donc dès qu'il y a plus de visibilité, je me dis waouh, c'est impressionnant l'impact que le projet va avoir. Et c'est pareil pour mon client, parce que je porte les projets de mes clients avant tout. Et en même temps, dès qu'il y a plus de visibilité, il y a ce stress de la cancel culture, du fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, la pression du bad buzz qui pèse. Et tout de suite, on prend des pincettes, on cherche des mots, on fait attention à ne pas froisser les gens. C'est super dur à gérer cette question-là et on en parle peu. Vous imaginez bien qu'on va en parler dans le podcast, dans les prochains épisodes. Mais donc voilà, la question du pourquoi, elle est centrale dans mon travail. Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est important de le faire en conscience, c'est important de régulièrement se demander ce qu'on fout là, pourquoi on s'expose, est-ce que c'est pour des questions d'orgueil ou d'ego, est-ce que c'est pour des questions de j'ai un projet à porter, je crois en mon projet, je crois en ses convictions, ça peut aussi être pour des questions d'argent, on va pas se mentir, aujourd'hui il y a plein de jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient l'opportunité de gagner beaucoup d'argent facilement. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Les influenceurs que vous suivez qui marchent très très bien, c'est des machines de guerre. Attention, je ne parle pas d'influence issue de la télé-réalité, là c'est autre chose. Mais les influenceurs qui se sont construits une communauté au fil du temps, ce sont vraiment des bêtes de travail. Et c'est tellement important de se demander régulièrement ce qu'on fout là. Et c'est pareil en tant qu'utilisateur, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, même si vous ne vous lancez pas en freelance, que vous êtes juste un internaute qui passe par là et qui écoute ce podcast, déjà merci. Et ensuite, je vous invite vous aussi à vous questionner sur pourquoi je consomme ces contenus. Quand vous traînez sur internet, sur YouTube, sur Instagram, sur peu importe la plateforme, pourquoi je suis là? C'est quoi mon intention? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je suis un mouvement de masse qui m'échappe et qui ne correspond pas à ce dont j'ai envie? Est-ce que je suis là pour mes convictions? Est-ce que je suis là parce que j'apprends des choses? Est-ce que je suis là parce que j'ai envie de participer à un mouvement collectif? Est-ce que j'ai envie de faire partie d'une communauté? C'est quand même ça la force d'Internet, c'est de créer des communautés et ça a un pouvoir énorme, les communautés. Bref, la question du pourquoi, je pense que la réponse elle n'est jamais fixée. Moi, mon pourquoi, la question de la mission de vie, j'ai l'impression que c'est de faire passer des messages. Et c'était pareil dans la musique. Aujourd'hui, je fais beaucoup de danse, j'ai d'autres activités artistiques, mais aussi dans mon travail, dans la communication sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ma mission de vie, c'est de faire passer des messages. Je vais pas incarner à 100% tous les messages que j'ai envie de défendre. Pour autant, il y a beaucoup de messages qui font sens à mes yeux, il y a beaucoup de messages qui me semblent importants. Il y a des gens qui les portent extrêmement bien et qui ont du mal à faire passer ces messages parce que chacun sa spécialité. On peut être très compétent dans un domaine et très mauvais pour le présenter au reste du monde d'une façon attrayante et ludique et qui va donner envie. Et donc, je pense que mon pourquoi, il est là. Je pense que mon pourquoi, c'est de porter des messages qui n'ont pas nécessairement toute la visibilité qu'ils méritent. Et si vous n'avez pas encore votre pourquoi, prenez le temps. Il n'y a pas d'âge pour comprendre sa mission de vie. Une mission de vie, ça peut évoluer au fil du temps. Il n'y a pas d'âge pour savoir exactement ce qu'on veut faire. Et notre vie professionnelle ne résume pas qui l'on est. Notre vie professionnelle ne résume pas qui l'on est. C'est important d'avoir ça en tête. Voilà le pourquoi de Éclosion. Si ça vous parle, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur la plateforme d'écoute que vous préférez et à venir me suivre aussi sur Instagram ou sur YouTube. Ce podcast est aussi filmé sur ma chaîne YouTube. Il est au cœur des weekly vlogs. Toutes les semaines, vous avez un aperçu beaucoup plus concret de ma vie de freelance au jour le jour. Et au milieu, vous avez la partie podcast qui est filmée. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclosion. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram @mariange.socialmedia. À bientôt!